Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Anthony, je suis programmeur. Je suis programmeur dans la société dont parlait Damien juste avant. C'est une société qui s'appelle Archisoft. Plus précisément, en fait, on travaille pour une société qui est spécialisée dans les lecteurs vidéo. Et en fait, notre grand patron, Jacques Ben Sakoun, un jour a décidé en fait de construire des players et de aussi personnaliser le logiciel qui allait aller dessus. Et donc ces players sont construits pour essayer de rendre la plus belle image possible à partir de n'importe quel codec vidéo. Et nous, en tant que développeurs, donc à Castelnau, on travaille sur le logiciel en fait qui permet de manager votre collection. Donc là, j'ai mis un petit aperçu vite fait. Donc par exemple, ici, c'est ma collection perso. Et vous avez vos films, vous pouvez rentrer donc, dans, par exemple, un groupe de films, vous avez votre saga de films. Voilà, vous pouvez naviguer à travers votre collection, vous pouvez rentrer dedans, et puis évidemment, vous pouvez après lancer le film derrière. Voilà. Et ça, c'est un logiciel qui est fait avec Unity. Donc peut-être qu'un jour on aura l'occasion de revenir pour en parler, de comment et pourquoi en fait on a fait une interface avec Unity, puis peut-être d'autres choses, voilà. Mais aujourd'hui c'est pas le sujet, voilà. Mais je voulais quand même le présenter vite fait, hein, bravo. Hop. Voilà. Donc aujourd'hui je voulais parler de shader. Je voulais parler de shader parce que c'est quelque chose que j'ai découvert un peu plus en profondeur il y a quelques mois. Il y a un an de ça, j'avais entendu le nom, mais derrière je ne savais pas trop ce que c'était. Je pense que pour ma part, Unity en tout cas a beaucoup aidé pour le démocratiser un peu plus. Et j'avais donc envie de partager, de montrer un peu un panel de choses qu'on peut faire avec Unity. Avec les shaders pardon, dans Unity, et surtout avec quoi, et puis montrer quelques exemples. Voilà. Donc déjà, un shader, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de shader? Pas du tout. Bon, ouais, petite main qui se lève. Donc l'idée, c'est que je voulais vulgariser ça. Donc si à un moment je m'emballe et j'ai des trucs un peu trop compliqués, faut pas hésiter à m'interrompre et à me forcer à reformuler un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc un shader, à quoi ça sert et c'est quoi? Ce qu'on dit assez souvent, c'est qu'un shader, finalement, c'est quelque chose qui permet d'intervenir sur le processus de rendu de la carte graphique. En gros, vous voulez rendre un objet et vous faites un shader en fait, qui va altérer le rendu de cet objet avant que la carte graphique rende l'image finale. Un exemple, vous voulez faire une sphère, vous faites votre modèle de sphère dans Unity, mais le shader, lui, il va arriver, puis il va remettre une petite couche, il va rajouter une couleur, il va déformer un peu la sphère, il va faire ce genre de choses. Moi, j'ai rajouté un peu ça, parce que je pense que cette définition, elle est exacte dans 99% des cas, mais dans certains cas, c'est pas exactement ça. Donc moi, je considère qu'un shader, c'est le nom qu'on donne à un programme qui va être exécuté par la carte graphique. Un peu comme aujourd'hui, on appelle une application un programme qui est fait pour aller sur Android. Au final, c'est un programme, mais on appelle ça une application un peu, je sais pas, de manière un peu arbitraire. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc voilà. Donc comme je disais auparavant, l'idée c'est un shader, il va intervenir au niveau de la carte graphique. Et avant, on va essayer de comprendre en fait la carte graphique. Elle a des étapes pour rendre une image. Donc vous avez votre modèle, et votre modèle en fait il va être disséqué. Alors si par exemple on va prendre un triangle, vous avez un triangle, et ben en fait il va le casser le triangle, et il va sortir juste les 3 vertex qui composent les sommets du triangle. Donc vous avez vos vertex qui arrivent tout en haut, hein, ici, qui vont passer par un vertex shader. Son rôle, alors on va le revoir après, mais enfin, je pense, hein, si j'ai bien fait mon truc. Donc il va passer par diverses étapes, donc un vertex shader qui va agir sur les vertex eux-mêmes. Donc dans le cas du triangle, ça va être, symboliquement parlant, c'est les sommets, en tout cas c'est les valeurs qu'on enregistre au niveau des sommets. Il peut le tesseller. Le tesseller, c'est subdiviser en fait l'élément que vous lui avez donné. Vous pouvez rajouter des vertex, ou en supprimer d'ailleurs, mais en gros l'idée c'est que vous pouvez altérer le nombre de vertex qui ont été donnés et en rendre plus qu'il y en a eu en entrée, ou inversement. Ici c'est l'étape en fait où on va passer d'une image qui est vectorielle à une image qui est traduite en pixels en fait, la rastérisation. Et puis à la fin vous avez le fragment shader qui vous permet d'agir sur chacun des pixels qui sont rendus,
Et tout ça, c'est enregistré à la fin dans ce qu'on appelle un frame buffer. Donc plus en détail. Donc comme je vous disais, si vous avez un triangle, ici, dans un triangle, il y a 3 vertex. Ces vertex, ce n'est pas des sommets réellement, mais en général, ça peut aider en tout cas à se représenter un peu la chose. Mais en gros, un vertex, c'est une structure qui contient des données. Donc ça peut être des couleurs, une position, des normales. Et c'est ça qu'on va passer en entrée dans le pipeline de la carte graphique. Voilà. Et donc si je fais rien, si je balance mes 3 vertex et que je ne fais aucune opération, à la fin j'aurai mon triangle tel qu'il est rentré dans le pipeline graphique. Voilà. Et là c'est un exemple, en fait justement, vous voyez ici à cet endroit-là, dans un cube, en fait on pourrait croire qu'ici c'est un vertex, mais en réalité ici il peut y avoir jusqu'à 3 vertex. Parce qu'en fait, à ce niveau-là, vous avez 3 faces en fait, qui se rejoignent à cet endroit-là. Donc si par exemple j'inclus mes normales dans mes valeurs de vertex, et bien ici en fait j'ai 3 valeurs possibles selon que je parle de cette face ici, cette face-ci ou cette face-ci. La normale n'est pas la même. En fait, voilà. Donc voilà, c'est juste pour faire un petit distinguo entre, c'est pas un sommet, c'est un vertex, c'est des données. Donc voilà, comme je disais, position normale, des coordonnées de texture, on peut avoir des couleurs. Et puis les tangentes aussi, c'est pas, on peut donner d'autres valeurs, mais en gros c'est ce qu'on voit le plus souvent. La tessellation. Alors la tessellation, donc, comme je disais, c'est subdiviser les faces. Donc par exemple, vous passez un quad, dans Unity un quad, si je dis pas de bêtises, hein, c'est juste 2 triangles comme ça. Vous pouvez très bien le faire passer par un shader qui vous tessellette, bon, je sais pas si, qui vous subdivise tout simplement la face, et donc à la fin vous pouvez avoir une face qui a beaucoup plus de vertex qu'elle en avait en rentrée. Alors l'avantage de ça, c'est qu'en fait, on peut partir d'une forme assez simple et la complexifier par l'intermédiaire de la carte graphique. Si par exemple, vous vouliez faire bouger la face, ici, si je fais bouger cette face-là, bah, j'ai pas trop de comment dire, d'articulation. Voilà. Ici, à cet endroit-là, c'est beaucoup plus simple. Ça, je peux vous montrer un exemple parce que j'en parlerai pas beaucoup plus après. Alors... on va essayer d'agrandir ça. Donc par exemple, si ici je construis, on va dire un plane. Hop. Voilà. Alors, donc ici j'ai un plan. Alors je sais pas si... Oui, on voit bien. Voilà, ici on voit bien les vertex, on va dire, qu'on a au départ. Et donc ici, bah, j'ai un matériau avec un shader que j'ai fait. Et par exemple, alors, on va mettre 10. Voilà, c'est peut-être un peu exagéré. Alors l'idée, c'est qu'en fait, là, la subdivision dépend de la distance avec la caméra. Alors, voilà, si je m'éloigne, en fait, je vais retrouver à peu près le nombre de vertex que j'avais au départ. Et en fait, en me rapprochant, les faces qui vont être les faces où en tout cas les vertex sont le plus près de moi vont être subdivisés comme ça. Alors quel intérêt? Ben, si par exemple, imaginons vous vouliez faire un effet d'eau et que ben, ça vous permet en fait d'être très fin au niveau des détails sur le premier plan et d'être un peu plus négligent à l'arrière-plan, mais vous en fichez parce que c'est assez loin. Ça vous permet en fait de faire une économie de calcul. Voilà. Donc en réalité, sur le graphique que j'ai montré, enfin sur le petit schéma qu'on avait tout à l'heure en hauteur, il y avait une case pour tessellation shader. En réalité, il y a 3 processus qui sont concernés par la tessellation shader. En réalité, il vous faut faire 2 programmes. Il y en a un qui s'appelle Hull et un qui s'appelle Domain. Et entre les deux, il y a un processus sur lequel on ne peut pas intervenir. Mais bon, de manière générale, tessellation shader, voilà. Si vous le faites avec du surface shader, c'est beaucoup plus simple, mais bon. Alors, géométrie shader, bah, comme je disais, lui, l'avantage, c'est qu'on peut quasiment construire des nouvelles faces à partir d'une face. Donc en entrée, vous pouvez avoir un point, vous pouvez avoir une ligne et vous pouvez avoir un triangle. Vous faites votre shader et derrière, bah, vous ressortez ce que vous avez envie. Vous pouvez à partir d'un point sortir plusieurs points, à partir d'une ligne sortir plusieurs lignes, à partir des triangles sortir d'autres triangles. C'est une géométrie qui est après exploitable pour les collisions ou pas? Non, je pense pas. Non, justement, en fait, je pense même que l'intérêt, il est là, en fait. Je pense
par exemple, pour les particules, on peut appliquer par exemple un Geometry Shader à un système de particules. Donc en fait, ça te permet de faire des particules qui sont des points, et derrière, tu appliques ton Geometry Shader, tu en fais une forme plus complexe en fait. Voilà. Je ne peux pas dire de bêtises, hein, mais moi, a priori, je pense que non. Voilà, j'aurais dit que non. Alors, c'est assez proche, on pourrait croire que c'est assez proche de Tessellation Shader, mais Tessellation Shader, au final, n'est qu'un système de Geometry Shader un peu simplifié. On peut subdiviser, mais on ne peut pas rajouter de nouvelles faces qui sont en dehors du triangle. À partir d'un point, on peut vraiment faire n'importe quelle forme. On pourrait sortir 10 triangles, voilà. Je trouve que c'est un outil très intéressant. Je peux vous montrer un exemple, d'ailleurs. Alors, géométrie. Alors, par exemple, on va rester avec notre... Non, on va partir d'un quad, ça se verra peut-être mieux. Si il veut bien être visible. Non. Voilà. Hop, on va prendre lui. Hop. Donc là, en fait, à la base, j'ai juste un quad. Et en fait, je peux faire un cube à partir d'un plat. Parce qu'en fait, je construis 4 nouveaux... Enfin, en réalité, je construis des triangles, mais c'est comme si je construisais un cube à partir d'un plan. Si on fait ça à partir d'une sphère, c'est la même. C'est un peu plus rigolo. Hop. Voilà, j'extrude. Et là, on a, je sais pas, on dirait une mangue qu'on a coupée en tranches, comme ça. Voilà. Et en fait, ce qui fait, tout simplement, on le voit, là, il y a des petits bugs graphiques à ce niveau-là. Mais en gros, il faut bien comprendre, chaque face, c'est des triangles. Donc en fait, je fais simplement que relever les triangles. Donc des fois, à certains endroits, c'est mal jointé, on va dire. Mais voilà. Donc ça, c'est la Geometry Shader. Moi, je trouve ça plutôt fun. Et je trouve qu'au niveau des possibilités, c'est vraiment intéressant. La rasterisation, comme je vous disais, donc c'est l'idée, vous avez jusque là, en fait, vos formes, elles sont définies peut-être par des fonctions, des vecteurs, et à partir de là, il va falloir à un moment donné que ça s'applique à une grille de pixels. Donc c'est cette étape, la rasterisation, c'est on fait le calcul et on dit quels sont les pixels qui vont être activés en fonction de l'image. C'est une étape sur laquelle on ne peut pas intervenir, c'est fait automatiquement, on ne peut pas intervenir à ce niveau-là. Une fois cette étape faite, chacun des pixels qui ont été définis par la rasterisation vont arriver en entrée dans ce qu'on appelle un fragment shader. Et là, par contre, vous pouvez de nouveau intervenir. Donc à ce niveau-là, en général, les choses sur lesquelles on agit, c'est souvent la couleur du pixel. On peut aussi intervenir souvent dans le fragment shader sur la notion de profondeur, on en parlera peut-être un peu plus tard. Voilà. Donc en gros, de toute façon là, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Mais là, on montre bien la différence en fait sur le vertex shader qui agit sur, donc là, on pourrait dire la forme globale de l'objet, puis le fragment qui lui, par contre, va être appelé pour chacun des pixels. Du coup, si vous avez un calcul à faire et que il n'y a pas d'importance sur le fait qu'il soit dans fragment ou vertex, il vaut mieux le faire dans vertex. Parce que du coup, là, potentiellement pour un triangle, vous êtes appelé 3 fois, tandis que là, ici, on va être appelé peut-être 1 millier de fois. Donc le calcul sera fait 1 millier de fois. C'est exactement la même chose que ce qu'on appelle un pixel shader, le fragment. C'est exactement pareil, ouais. Il y a plusieurs appellations pour la plupart des, on va dire, des termes. Alors je sais pas d'où ça vient, peut-être des héritages justement des différentes API de graphique, mais effectivement un fragment shader c'est pareil qu'un pixel shader, c'est la même chose. C'est juste l'appellation qui est différente. Et tout à l'heure je vous ai parlé de frame buffer. Frame buffer c'est tout simplement un tableau dans lequel on va enregistrer en fait la valeur des pixels qui vont être affichés. Ça passe par du matériel pour au final finir sur l'écran. Mais en gros, voilà, on s'en fiche. Ça fait des points lumineux et puis c'est tout, quoi. Sur ce graphique, donc vous avez en vert. En gros, c'est ce qui est programmable par vous, sur lequel vous pouvez interagir. Et le rouge, c'est des choses qui se font automatiquement par la machine et sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Et donc, comme je vous avais dit, dans Tessellation, il y a une étape sur laquelle on ne peut pas agir. J'ai menti, il manque un truc, c'est l'interpolation. Mais l'interpolation... en gros, le principe, c'est si sur votre triangle, en haut, vous avez une couleur rouge et en bas, vous avez une couleur bleue, et en fait, la carte graphique va faire le dégradé qui est entre les deux couleurs. Ça marche pour tout, hein, pour n'importe quelle valeur. C'est pas que les couleurs. Si vous passez des normales, il va le faire aussi. Et si vous passez, je sais pas, une valeur numérique que vous voulez attribuer à chacun, c'est pareil, il va les interpoler.
Donc voilà. Alors, juste pour revenir juste sur ce qu'on avait dit avant. Alors pourquoi je dis que ça c'est pas suffisant, parce que là au contraire j'ai montré que ça c'était vrai, et bien parce qu'il existe un autre truc qui s'appelle les compute shaders. Je sais pas depuis quand ça a apparu, mais en gros le principe c'est on utilise la carte graphique pour faire des calculs, parce que l'avantage de la carte graphique, alors un processeur, je sais pas aujourd'hui à combien on est de processeurs maximum, de cœur en tout cas, je sais pas, moi je connais le 8 peut-être. 8, ça fait bien rire la carte graphique parce qu'elle peut en avoir jusqu'à plus de 2000. Donc en gros, le principe c'est, vous avez une simulation à calculer avec plein de points, et bien vu que c'est le même calcul au final que vous allez faire pour chacun de vos points, vous pouvez avoir 2000 points, elle va le faire en un coup de vent. Alors que si vous le faisiez avec votre processeur, bah, il devrait les faire les uns après les autres. Donc le processeur de manière générale, on dit qu'il est bon pour le travail en série. Et au contraire, la carte graphique, elle est très forte pour faire les calculs en simultané, mais elle est mauvaise pour le calcul en série. Du coup, si par exemple, dans un truc qu'on essaye d'éviter dans les shaders, c'est les conditions, les branches, en fait. Parce que, justement, elle n'est pas capable de raisonner un pas après l'autre. En général, elle n'est pas adaptée pour ça. Il vaut mieux lui dire, bah, voici 10 000 valeurs, et tu me fais le même calcul pour ces 10 000 valeurs, et là, elle vous le sort immédiatement. Alors, avec quel langage on fait ça? Il y a plusieurs langages. Alors, moi, je travaille qu'en CG, parce que j'ai découvert les shaders avec ça. Unity le permet. La doc est plutôt bien fournie. D'ailleurs, de manière générale, dans la doc d'Unity, c'est du CG. Donc, je connais très mal GLSL et HLSL. J'ai vu un peu de GLSL avec des sites comme ShaderToy et tout ça, mais c'est un truc dans lequel j'ai jamais vraiment mis les doigts. DirectX, je connais de nom parce que ça existe depuis le belle lurette. Donc les langages, vous avez GLSL, ça veut dire GL, c'est la fin de OpenGL, Shader Language. Bon, de toute façon, c'est marqué, je ne vais pas vous relire ce qu'il y a marqué, sinon c'est un peu nul. CG, par contre, ouais, c'est for Graphics. En gros, ces langages, ils sont nés de différents constructeurs de cartes graphiques et de différentes API. Donc, je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai l'impression que lui est un peu plus récent. Mais en gros, le CG concerne les cartes Nvidia en général. Sur Unity, vous pouvez faire les trois. Il y a des avantages, des inconvénients à utiliser l'un ou l'autre, mais après tout, je pense que pour la plupart des trucs, vous pouvez partir sur n'importe quel langage. À titre d'exemple, si vous partez sur de l'OpenGL, bah, du coup, vous pourrez certainement utiliser les dernières fonctions d'OpenGL, ce que vous ne pourrez pas faire avec Nvidia, évidemment. De manière générale, de toute façon, il me semble, pareil, si quelqu'un peut me corriger si je dis une bêtise, mais qu'une fois qu'on écrit son programme, il est compilé pour être du GLSL. C'est ça? Bon, ok. On est d'accord. Juste à quel point c'est proche d'autres langages de programmation, ou à quel point c'est facile pour quelqu'un qui n'est pas forcément programmeur? De quoi? Des shaders en général? De gérer du code en GLSL ou en C. Moi, je trouve que la plupart, ils sont assez proches du C, justement, comme Nvidia. OpenGL, ils sont... Je pense que la plus grande difficulté, c'est pas vraiment le raisonnement quand tu commences avec un de ces langages, mais c'est de connaître les noms des fonctions, on va dire, qui sont propres à cette API, et les noms des matrices, par exemple, à utiliser, parce que c'est souvent des noms à rallonge comme ça, à prendre par cœur, au final, au début. Mais sinon, après, le raisonnement... pour le fait d'écrire un shader, je pense que c'est un peu ce que j'ai voulu expliquer avant, c'est-à-dire qu'il faut comprendre un peu comment le pipeline graphique fonctionne. Une fois que tu as ça, déjà, tu as plus de facilité, mais je pense que quoi qu'il arrive, c'est pas évident de toute façon de commencer. Mais je suis là pour vous inciter à commencer, justement. C'est un langage qu'on appelle le ShaderLab. C'est un langage qui est propre à Unity. Donc en dehors d'Unity, vous ne le verrez pas. C'est vraiment quelque chose que Unity a mis en place pour aider justement à écrire ces shaders et les intégrer dans Unity. Vous pourrez voir ça comme une enveloppe en fait. En anglais, on dirait un wrapper, un truc comme ça. Donc le principe, c'est que mon code en CG, ou GLSL, mais là, moi dans mon cas, c'est CG. Hein. Donc là, il pourrait y avoir que du CG. Il serait là. Mon programme, vraiment, avec mon travail de fond, il serait là. Mais tout ça aide à lancer ce truc-là et à savoir comment après il va le générer. Donc il y a plusieurs sections, donc vous avez le nom du shader en haut. Vous avez une section Properties qui vous permet de passer des éléments depuis l'interface d'Unity, donc dans l'inspecteur d'objets,
et que ces éléments, vous puissiez après les réutiliser à cet endroit, à l'intérieur du CG programme. Il faudra les redéfinir, donc à l'intérieur de votre programme, il faudra redire main text, machin, mais lui, il saura faire le lien, et il saura que la valeur que vous aurez mis dans l'inspecteur d'Unity, il la récupérera ici. Ici, dans ce cas-là, c'est une texture, en fait, qui récupérera. Des tags qui ont divers utilités, mais avant il y a ce qu'on appelle un subshader, c'est une section, donc à l'intérieur vous allez créer votre shader, mais en fait si vous vouliez, vous pourriez faire un deuxième subshader, un troisième subshader, et l'idée c'est le premier qu'il arrive à exécuter, il s'arrête là, et il s'en va. Par contre si le premier n'est pas compatible avec le matériel sur lequel vous êtes, il va ici avec le deuxième, puis le troisième. Et puis à la fin, vous avez un fallback justement. Si jamais il n'arrive pas à exécuter ça, à la fin, il utilisera un shader par défaut d'Unity que moi j'ai spécifié, mais vous pouvez en mettre un autre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment juste une enveloppe. Et le langage, bon, il s'appelle ShaderLab, ça c'est Unity qui l'a décidé. Et ça, c'est un exemple de shader que vous auriez du coup intégré. Hein. Vous avez toujours les mêmes balises, là en haut, CG Programme, NCG. Brièvement, hein, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais ici, vous dites, ma fonction vertex s'appelle vert, ma fonction fragment s'appelle frag. Ici, vous avez une structure pour passer les données d'une fonction à l'autre. Voilà, ici, vous faites votre version qui agit sur les vertex. Donc là, tout bêtement, je fais rien. En fait, je dis, vas-y, continue, fais ta vie. Fais la transformation normale, passe les coordonnées au fragment. Et puis là, vous avez le fragment. Et là, ce que je lui dis, c'est simplement, rends-moi la couleur du pixel qui correspond à là où je suis. Donc en gros, si vous avez une sphère, vous appliquez une texture, vous allez voir votre sphère avec votre texture. C'est tout ce que ça fait rien de spécial, quoi. Voilà. Alors, du coup, ça peut faire peur. Maintenant, je vais parler un peu des outils qu'on voit assez régulièrement avec les shaders et qu'on utilise assez régulièrement. Et évidemment, le premier, c'est des notions mathématiques. Les mathématiques, vous ne pourrez pas vous en passer, il y en a surtout... Sur tous les shaders, quasiment, vous avez une petite notion mathématique. Il y a 4... ça, j'ai trouvé sur Google Images, comme toutes les autres images d'ailleurs. Il y en a une que j'ai faite, mais on en reparlera. Matrice, trigonométrie, vecteur, fonction CG. Alors, fonction CG, en fait, c'est simplement les fonctions que vous pouvez utiliser du langage CG. Je sais pas, il y a un min, il y a un max pour ceux qui ont fait de la programmation. C'est simplement une fonction, vous lui donnez des valeurs, elle vous rend une valeur en fonction de l'opération mathématique que réalise cette fonction. Nous, on va parler un peu plus de matrice, trigonométrie et vecteur. Donc en premier, la trigonométrie. Donc la trigonométrie, je pense qu'au collège, on a tous un peu vu ça, plus ou moins douloureusement. C'est très utilisé. De manière peut-être souvent un peu cachée, mais il y a toujours dans un petit coin un peu de trigo. Donc pour faire des calculs d'angle, des calculs de longueur, une des caractéristiques qui est très intéressante pour ce qui est de l'animation, pour certains rendus de fluide et tout ça, c'est le fait que ça soit périodique en fait. C'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis une utilisation un peu exotique, c'est le pseudo aléatoire. Donc du coup, je voulais vous montrer un exemple. Non, c'est pas ça que je vais faire. Alors, par exemple, donc pour le côté un peu fun du truc, si vous prenez donc un peu... Allez donc. Et hop, voilà, ok. Voilà, si je prends un plane, pardon, si je prends un plan, hop. Donc je vais lui appliquer en fait un shader qui va le déformer grâce à des fonctions trigonométriques. Voilà, hop. Et donc après, voilà, vous faites évoluer les valeurs en fonction du temps, voilà, ça vous donne un moment sympa. Et ça c'est grâce, on va dire, au fait que les fonctions trigonométriques, ça va, ça vient, ça fait des... Oui. C'est possible de le voir, le shader, à quoi il ressemble ? Oui, par contre, je ne m'attarderai pas dessus parce que... Pour faire juste ça, Comment ? il faut mettre bien les mains dans le cambouis déjà pour faire un truc comme ça. Ouais, en fait, c'est pas vraiment le calcul qui est compliqué, parce que ça tient en une ligne à peu près, une ligne ou deux, mais c'est plutôt déjà, si tu n'as jamais fait de shader, c'est plutôt toute l'enveloppe qui est autour, c'est-à-dire comment je démarre, comment j'écris ma fonction, qu'est-ce qui prend en entrée, qu'est-ce qui doit sortir. Parce que par exemple, nous on fait un jeu vidéo, on n'a pas besoin de... Enfin, c'est gros les shaders à s'y mettre dedans. Par exemple, pour faire les cheveux qui bougent ou juste Ouais. un effet de vent, on est obligé de mettre beaucoup les mains dans le cambouis ou il y a moyen de se débrouiller avec des outils peut-être
Bah moi je pense que tu as l'asset store. Si vraiment tu ne veux pas trop t'y intéresser, tu as les asset store qui doivent proposer des outils. C'est un truc sur lequel j'aurais bien peut-être reparlé si j'oublie pas, mais il y a aussi je connais au moins deux noms, il y a ShaderForge et peut-être Shader Fusion, je crois, qui sont des plugins sur l'asset store qui permettent en fait de faire des shaders avec des nodes, un peu comme le fait Unreal Engine. Non, oui, effectivement, il est en bêta, mais ouais, j'ai testé aucun des deux. Par contre, je trouve que ça peut être des outils vraiment intéressants, justement pour des cas comme ça où tu n'as pas envie t'as pas envie de t'embêter à coder en fait un shader. Eux, en fait, ils te proposent en fait de faire des shaders juste avec une interface graphique. Voilà. Si tu veux, à la limite, si vous voulez en parler, ShaderForge, Ouais. Voilà. En gros, ça fait ça la fonction. Donc c'est pas énorme au final. Et si le calcul, voilà, il tient à ça. Voilà, ça c'est ce qui fait la déformation en gros. Voilà. Après tout le reste, c'est ce qu'on met sans arrêt dans tous les shaders quasiment, on redéfinit. Mais comme je te dis, pour moi, il y a deux solutions. C'est soit on veut s'y intéresser, soit on veut pas. Et si on veut pas, il y a des outils en fait qui sont là justement pour éviter qu'on ait à s'embêter avec le code parce que c'est pas évident. Et puis après, il y a aussi l'entre-deux. Il y a Unity, ils ont prévu. Alors moi, je parlerai que de vertex shader et de fragment shader en général. Mais il y a un autre shader qui est propre à Unity qui s'appelle les surface shaders. Et les surface shaders, en gros, ils ont été là un peu pour simplifier le travail, surtout du calcul de la lumière et tout ça. Donc en gros, ils ont mis en place je ne sais pas comment on peut dire ça, mais ils ont déjà mis en place le calcul de la lumière. Tu n'as pas besoin de te préoccuper du réalisme de la lumière. Tu as juste à rajouter quelques codes et lui, à la fin, va générer un vertex shader et un fragment shader, en plus de tes modifs, mais en prenant en plus en compte la lumière que tu n'auras pas gérée du tout. Donc voilà. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça peut être utile parce qu'on cherche justement un journaliste. Ouais. Comment rajouter de Ouais. trop à devant parce que ça prend du temps. Ouais. Après, je t'avoue, c'est vrai que c'est pas un truc moi que j'ai trop fouillé, mais par exemple pour la lumière, tu veux pas t'embêter avec la lumière, tu utilises le surface shader, le standard shader d'Unity, le premier là qui te propose et il fait la lumière à la perfection. Après derrière c'est gros calculs, mais il fait ce qu'il faut. Non. Et alors l'autre truc qui est un peu marrant, c'est un cas d'utilisation vraiment pas standard des je vais y arriver, des fonctions trigonométriques. Yep. Donc en fait, ici, vous avez un plan. Ici, j'ai trois valeurs. Et en fait, plus je vais mettre des valeurs grandes ici, et en fait, plus la fonction trigo, quelle qu'elle soit, sinus, cosinus, elle va partir en cacahuète. Et au final, à la fin, vous allez avoir une texture qui va jouer le rôle de pseudo-random. Alors, en gros, ça vous permet en fait de générer une texture. Vous allez prendre un point au hasard, ça va vous sortir une valeur au hasard entre 0 et 1. Et ça, c'est à cause d'une des particularités des fonctions cosinus. En fait, quand on inclut des valeurs qui sont extrêmes, on pourrait le schématiser comme ça, même si c'est pas tout à fait exact, mais en gros, vous avez votre fonction comme ça. Et avec les fonctions, en fait, elle va continuer à se compresser, et puis au bout d'un moment, elle va se croiser vraiment n'importe comment, ce qui fait que ça fait ce genre de texture-là. Voilà. Donc si vous avez besoin de faire une fonction random pas chère, vous pouvez utiliser des fonctions trigonométriques en fait. Ou vous pouvez passer de textures, mais ça on en parlera peut-être plus tard. Voilà. Au final je l'ai déjà dit. Les vecteurs, ça pareil, vous allez en voir sans arrêt. Alors les vecteurs, est-ce qu'il y en a qui savent pas ce que c'est un vecteur? Non? Ça va? Bon, ça va, c'est plutôt pas mal. Alors juste pour une piqûre de rappel, un vecteur, en général, c'est défini par trois notions, la direction, le sens et la norme. Donc la direction, en gros, c'est la ligne sur laquelle se trouve le vecteur, avec lequel il est collinéaire. Le sens, c'est le sens de la flèche, hein, et la norme, c'est la longueur de la flèche. Et ici, en fait, ce que vous voyez en bas, là, ce truc un peu bizarre, c'est ce qui vous permet en fait de calculer le vecteur à partir de 2 points. Si par exemple j'ai A et B, et je connais ces positions, en faisant x de A moins x de B moins x de A et y de B moins x de y de A, du coup à la fin j'ai les coordonnées de mon vecteur. Ça c'est un truc que vous allez utiliser aussi assez régulièrement. Ça c'est moi qui l'ai fait.
Donc du coup, quelques vecteurs particuliers. La normale, on en a un peu parlé. Alors qu'est-ce que c'est la normale? Vous avez un plan. Là, il faut imaginer que le plan, il est vraiment plat, quoi. Il n'est pas arrondi, hein. Et du coup, vous avez un vecteur qui va justement embarquer cette notion de plan, en fait. C'est lui qui va vous dire, ben, moi, je suis le vecteur perpendiculaire au plan. Et son coéquipier, un peu, la tangente, ben, lui, au contraire, il va vous dire, moi, je suis le vecteur qui est dans l'alignement. En fait, là, il serait dans mon triangle, en fait. Il serait, je sais pas très clair ce que je dis, mais en gros, vous aurez votre triangle, bah, mon vecteur tangente, il serait dedans, et par contre, le vecteur normal, il est là. Le vecteur normal, on s'en sert très très souvent. Ça vous permet de savoir l'orientation d'une face. Parce que, en fait, quand vous amenez un modèle, on pourrait dire, oui, mais en dessous aussi, il y a une autre normale, peut-être. Mais en fait, non, de manière générale, vous avez une seule normale. Donc, en fait, si vous connaissez l'orientation de cette normale, vous savez quelle face vous fait... quelle face vous fait face, hein. Alors non, déjà je vais... Normalement j'ai quelque chose... Alors soit les normales... Alors, du coup je ne sais plus ce que c'est... Alors qu'est-ce que c'est ça? Oui, bah alors non, il ne faut pas que je prenne un cube. Donc là justement pour illustrer ça, on va prendre un plan. On va lui appliquer ça. Et donc là, hein, vous voyez ces deux petits trucs là que j'ai ici pour interagir, justement, si vous vous rappelez, en fait, c'est ce que j'ai mis dans Properties. Comme ça me permet de régler ça, et puis hop, il récupère la valeur dans le shader. Et donc là, voilà, vous voyez, en bas c'est blanc, en haut c'est rouge. Bah, en fait, ce que je fais tout simplement, c'est que je dis, il est de quel côté, ma normale est de quel côté, du coup, ça c'est ma face avant, ça c'est ma face arrière. Voilà. C'est le cas le plus simple qu'on peut avoir. Non plus. Voilà. Un autre vecteur très très utilisé, c'est le vecteur un peu de la caméra en fait. Donc vous avez, souvent on l'appelle view direction à l'anglaise, hein, mais en gros c'est simplement le vecteur qui représente un peu votre vision. Et donc j'ai remis la formule parce que justement on le calcule souvent comme ça en fait. On va prendre un point ici, on a la position de la caméra qui nous est donnée justement par Worldspace Camera Pose. Ça c'est une variable d'Unity, c'est donné telle quelle. Ça veut dire que dans votre shader vous faites appel à cette variable et il va vous donner la position de la caméra. Donc il va vous le donner voilà, avec 3 coordonnées, x, y, z. Et donc vous pouvez calculer un point, vous calculez le vecteur entre les deux, ça vous donne du coup le vecteur de la caméra. La lumière, c'est un peu la même histoire. La lumière, pareil, c'est très bête. La lumière, c'est utilisé quasiment tout le temps à partir du moment où vous êtes un peu, vous voulez éclairer vos objets. Donc il y a une variable, pareil, qu'Unity donne, mais elle est un tout petit peu plus particulière. Ça dépend en fait avec quel genre de lumière vous travaillez. Si vous travaillez avec une lumière directionnelle, et ben en fait, ici vous aurez directement le vecteur en prenant que les 3 premières valeurs. La dernière valeur justement indique juste quel type de lumière on utilise. Mais du coup vous aurez x, y, z qui est déjà votre vecteur de lumière. Donc vous n'aurez pas besoin de le calculer comme pour la caméra. Vous aurez déjà un vecteur et vous savez déjà l'angle, vous savez déjà quel vecteur représente la lumière. Par contre dans ces cas-là, il va vous donner une position et pas un vecteur. Et là du coup vous serez obligé de recalculer comme on a fait pour la caméra. Par contre je ne sais plus si... Pardon ? Comment on capte s'il y a plusieurs lumières Tu as plusieurs variables en fait. Tu as ici, en fait, ici, si je mets rien, il considère que c'est 0 par défaut. Mais tu peux dire Worldspace Light Pose 0, Worldspace Light Pose 1, Worldspace Light Pose 2. Voilà. Et tu peux travailler comme ça. Je sais plus. Non, Snow. Alors, pour illustrer justement l'idée de la caméra. Donc là j'ai une sphère, on va l'agrandir un peu. Hop. Et dessus je vais lui appliquer un shader. On va essayer de mettre une couleur un peu plus en rouge. Ok. Donc en fait là, bon il y a des petits bugs graphiques mais c'est pas très grave. Je sais pas si vous voyez mais en fait ici on dirait que la couleur est plus accentuée qu'au centre. Et en fait, là, c'est parce qu'on calcule justement la normale par rapport à la caméra. Donc en fait, quand vous allez tourner autour, ce calcul, en fait, on va en parler de ce calcul plus tard. Je ne veux pas le dire le nom pour pas faire peur, mais en gros, voilà. Là, c'est un exemple où on fait jouer dans le shader
à la fois les normales des faces de la sphère et le vecteur de la caméra. Alors justement, les opérations, quel genre d'opération on utilise pour faire ça? Eh bien, la première, c'est les produits scalaires. Alors les produits scalaires, c'est, je pense que c'est plutôt bien formulé, en tout cas c'est la meilleure formulation que j'ai pu trouver. C'est un moyen de connaître l'orientation de deux vecteurs l'un par rapport à l'autre. En gros, ce calcul vous permet de dire, est-ce que mes deux vecteurs, ils se regardent? Est-ce qu'ils sont l'un derrière l'autre? Ou est-ce que, voilà, c'est un calcul qui donne une valeur entre -1 et 1, en gros, si vos vecteurs sont normalisés. Alors normalisé, ça veut dire qu'en gros, on fait un calcul pour que le vecteur fasse 1 de longueur. Et c'est très pratique, en général, on le fait tout le temps, parce que du coup, si on fait ça, ça veut dire norme de A, ben, c'est égal à 1. Ça, c'est norme de B, c'est égal à 1. Et ben, au final, il ne reste plus que le cosinus entre les deux vecteurs. Donc à partir du moment où vous normalisez vos deux vecteurs, il y a une fonction dans CG, vous tapez normalise, vous passez votre vecteur, il vous le normalise tout seul. Et ben, au final, il ne reste plus que le cosinus. Donc en fait, la valeur qui vous rend, c'est le cosinus entre les deux, que formeraient les deux vecteurs si on les rapprochait. D'où la trigonométrie. Et les valeurs, du coup, sont entre -1 et 1. Si vous avez -1, c'est deux vecteurs qui se font, qui s'opposent, si je dis pas de bêtises. Ou je dis une bêtise, non? Bon, personne ne me corrige. C'est pas grave. Très utilisé, hein. Bon, ça, en fait, je dis ça un peu pour tout. Le produit vectoriel, c'est un peu moins utilisé, mais c'est une autre opération super importante des vecteurs. En gros, le principe, c'est vous avez deux vecteurs comme ça, et vous calculez le vecteur qui est perpendiculaire aux deux vecteurs. Il est à la fois perpendiculaire au vecteur B et à la fois perpendiculaire, ou orthogonal, hein, au vecteur A. Du coup, alors pour faire ça, parce qu'en fait, en réalité, si on réfléchit un petit peu, on pourrait dire, oui, mais si je vais en bas aussi, c'est perpendiculaire aux deux vecteurs. Donc en fait, il y a une sorte de, comment on peut dire, de norme, on va dire, qui est la norme de la main droite, je ne sais pas si on peut dire ça, on parle aussi de sens direct parfois. Mais en gros, vous avez votre vecteur A ici, votre vecteur B, et bah, du coup, votre vecteur, qui est le résultat du produit vectoriel, c'est votre pouce. Voilà, comme ça vous évite de vous tromper. Donc en fait, il faut faire une petite gym comme ça, mais ça marche. C'est aussi utilisé pour faire des calculs d'air, mais je vous avoue que dans les shaders, j'ai rarement vu ça, et je crois que je ne même l'avoir jamais vu, mais si vous voulez, ça peut servir aussi à calculer l'air qui est ici. D'ailleurs, si vous vous rappelez, le premier shader, alors que je vous avais montré pour la géométrie, ah mince, non, pas ça. On faisait un extrude. Et ben pour faire ça, je suis obligé de calculer le produit vectoriel justement. Parce qu'à la base, j'ai un triangle comme ça, et j'ai besoin en fait de calculer le point qui va être perpendiculaire au-dessus en fait. Donc en fait, ben, vous prenez deux côtés, vous calculez le vecteur qui est ces deux côtés, vous faites le produit vectoriel, et à la fin, vous pouvez calculer la position du point qui sera perpendiculaire juste au-dessus. Si je vais trop vite, n'hésitez pas, hein. Moi je suis un peu en mode je balance, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. D'ailleurs, je ne sais pas quelle heure il est. Ok, ça marche. Les matrices, c'est utilisé tout le temps, mais parfois de manière un peu silencieuse. Donc en fait, dans le shader que je vous avais montré tout à l'heure, je disais je faisais rien de spécial, mais quand même il y avait une ligne qui utilisait une matrice. C'est une matrice toute faite par Unity, on la récupère. J'ai pas eu besoin de me préoccuper de ce qu'il y avait dans la matrice. Unity s'en préoccupe. Mais en gros, la matrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des positions, elle prend des vecteurs, elle le multiplie par ce truc-là qu'on appelle une matrice, donc un tableau à deux entrées, enfin à double entrée, oui, c'est ça? Non? À deux dimensions, oui, pardon, pas à double entrée. À deux dimensions, et puis à la fin, elle me donne un résultat qui sera une transformation. Si par exemple, ici, je mets des valeurs, à la fin, mon vecteur, ça sera le même, mais translaté. Ici, si je mets des valeurs à la place de x, y, z, je l'aurai redimensionné, et là, je l'aurais fait tourner. Et puis, on peut combiner, on peut faire une matrice qui fait un peu ces trois trucs-là. Mais ça, bon... pareil, j'utilise les matrices que Unity me donne. J'ai jamais eu besoin jusqu'à présent de faire ma propre matrice, à moins que vous vouliez faire votre propre transformation. Et justement, là, on voit un peu mieux à quoi ça sert. Parce qu'en fait, quand vous donnez un modèle à Unity, à la base, il est dans ce qu'on appelle le local space. On appelle ça aussi l'object space, et le monde de l'objet, si vous voulez. Et en fait, toutes les coordonnées ici sont définies par rapport
en général au centre de l'objet. Donc en gros, par exemple, si je prenais un triangle, eh ben, ces points-là seraient tous au même niveau, et puis lui, il aurait peut-être une coordonnée de -1, -1, voilà. Mais c'est des valeurs, tout est par rapport à un repère qui est centré sur l'objet. Une fois que vous avez votre objet, en fait, il va le multiplier par une matrice qu'on appelle la matrice modèle ou modèle matrix, pour le projeter dans le monde, en fait, dans votre scène Unity, si vous voulez. Là, on passe sur un repère qui est votre scène, en fait. Donc, si votre objet, vous l'avez placé à 10, 10, le centre de l'objet, s'il est à 10, 10, 10 de votre scène en 3D, eh ben, il va se retrouver à cet endroit-là. Et c'est cette matrice, en fait, qui permet de partir de cette coordonnée-là à cette coordonnée-là. Même chose ici, mais là, si vous voyez bien, en fait, on se retrouve en fait dans une view space, en fait, qui est le camera space. Donc en fait, on est en vue subjective, comme si on était la caméra. Et toutes les coordonnées, encore une fois, ont été transformées pour être utilisées en prenant ceci comme repère. Dernière matrice qu'on utilise, alors en général il n'y en a que 3, hein, comme ça, projection matrice. Ici on arrive dans le clip space, c'est à ce moment-là en fait qu'on détermine quels sont les pixels, quels sont les objets qui sont un peu en dehors de la caméra et qu'on n'aura pas besoin de rendre à la fin. On appelle ça clip space justement parce qu'on écarte certes ce qu'on n'a pas besoin de rendre en fait. Puis à la fin vous avez votre projection sur l'écran. Et là on parle d'être sur un espace d'écran. Et pareil, encore une fois, là par contre, si je sais pas si votre écran il fait 1000 pixels comme ça, bah du coup les coordonnées seront, lui il sera à 200 pixels sur les X et puis 300 sur les Y. Donc en fait voilà, ces matrices là, vous en préoccupez pas, il faut juste les connaître. Et Unity vous donne ces matrices. Donc vous avez une matrice dans Unity qui s'appelle Unity Object to World Space. Et voilà, et en fait c'est votre matrice modèle. Vous avez une matrice qui permet de faire les trois en même temps, par exemple, et c'est celle-là qu'on utilise assez souvent en fait, MVP, qui est modèle, view et projection. Donc c'est matrix underscore MVP, je ne sais plus exactement. Enfin, en gros, cette matrice, elle fait ça. Donc vous vous donnez votre objet, vous dites bah, multiplie-moi ça par la matrice, et à la fin, vous avez votre rendu final comme il devrait être. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper. Souvent, on fait ces intermédiaires quand on a besoin d'agir à un endroit particulier. Si j'ai un calcul à faire dans le workspace, bah, je vais d'abord faire la multiplication simplement par la première matrice, je vais faire ma petite tambouille, et puis après, je vais finir la multiplication par les deux autres matrices. La matrice TBN, on n'en parlera pas. Matrice TBN, c'est un autre cas de matrice qu'on utilise. C'est utilisé dans un... Enfin, moi, en tout cas, je l'ai utilisé dans un cas très précis, c'est quand vous avez vos normales dans une texture et que vous voulez appliquer ces normales à un objet. Donc vous avez une texture de normale, et ben, il faut utiliser une matrice TBN. On appelle ça TBN parce qu'en fait c'est tangente, bitangente et normale. Et en fait ce calcul vous permet d'extraire les normales de votre texture et de retrouver leurs valeurs qu'elles auront une fois qu'elles seront appliquées à l'objet. En fait. Et ça on le fait ça en général dans le fragment shader ou le pixel shader. Voilà. Un truc qu'on utilise très souvent aussi c'est les textures. Alors en même temps les textures c'est tout et n'importe quoi, donc je savais pas trop quoi en dire de plus, mais en fait on fait tout et n'importe quoi avec les textures. Simplement ce qu'on peut dire en fait avec les textures, c'est que vous amenez votre carré de texture et puis après on fait une opération. On va chercher un pixel qui se trouve à des coordonnées qui sont données par U et par V en général, c'est une norme, c'est comme ça qu'on les appelle. Et donc une fois que vous arrivez à ce pixel, vous retrouvez une valeur que vous appliquez à un objet. Donc ça peut être une couleur, mais ça peut être plein d'autres choses en fait. Les textures, on peut mettre ce qu'on veut, on peut voir ça un peu comme des tableaux de valeurs. Alors en général, le cas le plus utilisé, c'est les textures diffuses. Alors du coup, là, je trouve que pour le coup, le shader de base d'Unity, est-ce que je l'ai quelque part ? Standard là. Hop. Voilà, par exemple. Bon, ici il est déjà tout prêt. Mais en fait, alors, ici, vous avez ce qu'on appelle l'albédo. Et vous voyez ce petit carré, en gros, je lui ai amené une texture. Et cette texture, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est la couleur. C'est la couleur. Hop, attendez. Est-ce que je peux. On va faire ça. Voilà, comme ça. Non, voilà. On va dire que ça, voilà, c'est ma texture de base.
Et donc bah, c'est juste une image et puis on l'applique avec à chaque coordonnée de pixels, on va chercher un point particulier de notre texture et puis on l'applique et puis à la fin ça fait cet effet là. Mais vous avez d'autres textures qui ont d'autres rôles et bah, vous avez la normal map par exemple qui elle est là pour donner, alors elle ne déforme pas l'objet contrairement à ce qu'on a l'impression que ça donne, c'est simplement elle change les valeurs des normales. En fait, vous dites, bah, tu penses que tes normales sont comme ça? Bah non, en fait, c'est moi qui décide ta valeur de normale, et du coup, ça peut donner des effets un peu plus réalistes, parce que la forme de l'objet ne change pas, mais du coup, tous les calculs de lumière qu'on fait avec les normales, eh ben, ils sont déformés, et c'est ça qui donne cet effet. Puis après, vous avez les 8 maps, par exemple. Alors, est-ce que j'en ai? Ouais. 8 maps, alors par contre, du coup, elle déforme l'objet. Voilà, c'est la texture qui dit bah, tel pixel tu me le montes de temps, tel pixel tu me le baisses de temps. Ça déforme légèrement l'objet. Évidemment, c'est pas très efficace là parce qu'en fait, c'est une sphère qui n'a pas beaucoup de vertex, donc en fait, on peut pas jouer beaucoup. Mais si vous avez un modèle que vous affinez, bah, du coup, vous pouvez être vachement plus précis au niveau des déformations. Alors, un autre truc qu'on peut faire. Est-ce que. Alors. Les rangs de texture, du coup les rangs de texture, est-ce que je peux faire ça? Ouais, on va dire ça comme ça. Est-ce que ça marche? Bon, je sais pas si, voilà, ok. Alors le modèle ici, alors comment ça fonctionne? Bah alors il y a plusieurs trucs. Là on voit un peu une combinaison de plein de choses. Déjà la sphère on la déforme. La sphère on la déforme et bah, comme par hasard avec de la trigonométrie, hein, donc des cosinus, des sinus, des trucs comme ça. Après on a deux textures. On en a une qu'on appelle une rente texture. Ça c'est un mot que vous pouvez voir, hein, c'est le terme, moi je ne l'ai pas inventé, hein, je le réutilise. Mais en gros l'idée c'est, on s'en fout un peu de la hauteur. Ce qui nous préoccupe juste c'est sur quelle valeur de U on est. Donc en fait, soit je me trouve à cet endroit-là, vous voyez, si je parcours comme ça, et en fait, c'est cette valeur-là qui va changer. Et ça permet en fait d'avoir des dégradés comme ça. Et la noise texture sert juste pour faire du pseudo-aléatoire, en fait. Ça vous permet de dire, au lieu d'avoir une forme uniforme avec les mêmes couleurs bien réparties, bah, du coup, vous ajoutez du bruit, en fait, du fouillis, si vous voulez, et puis voilà, ça fait le travail. Donc voilà, avec les textures, on fait vraiment tout et n'importe quoi. Pourriez décider de ramener des valeurs qui n'ont aucun impact visuel juste pour les utiliser dans vos calculs. Vous pouvez le mettre, alors du coup les textures elles ont 4 channels en général. Vous avez le rouge, le gris, le vert et le bleu et l'alpha. Et vous pouvez choisir pareil, c'est à vous de décider en fait sur quel channel vous allez mettre vos valeurs parce que de toute façon c'est vous qui allez décider dans votre shader à vous laquelle vous allez lire. Donc des fois, par exemple pour les normales, en fait, on arrive avec 4 channels, mais il n'y en a qu'un qui est utilisé pour la valeur des normales. Des fois, ça sert à rien. Les autres channels peuvent ne servir à rien. Donc le bruit. Alors oui. Et l'autre truc que j'ai dit, c'est qu'en fait, on peut importer des textures toutes faites ou on peut les générer nous-mêmes. Alors en parlant de bruit, alors je vais vous en montrer une. Alors c'est un peu un double sujet. Voilà. Hop. Désolé. Mettons 20, 10, on s'en fout. Donc ça, c'est du bruit. Et donc à la base, ma texture, elle est blanche. Mais si je veux, en fait, je peux arriver et puis je peux décider l'aspect qu'aura la texture. Puis si je voulais, je pourrais l'enregistrer cette texture et la réutiliser ailleurs. Et en fait, je voulais montrer ce bruit parce que c'est un bruit très particulier qu'on appelle le bruit de Perlin. On en entend parler pas que dans les shaders d'ailleurs, on en entend parler dans plein d'autres trucs. C'est un type de bruit qui a été inventé à l'occasion du film Tron. Donc pour ceux qui connaissent, voilà, on avait demandé à Perlin d'imaginer un moyen de rendre les textures un peu plus réalistes, un peu plus variées. Et à cette occasion, il a inventé le bruit de Perlin. Et qu'est-ce qu'il a de particulier ce bruit en fait? C'est qu'en fait, contrairement à, si vous vous rappelez l'autre texture que je vous avais montré où on avait des points un peu vraiment de manière totalement anarchique sur l'ensemble de la texture, ici on voit que il y a une sorte de continuité en fait dans les valeurs. C'est pas si chaotique que ça, on a bien des zones un peu plus noires que d'autres, mais
il y a des dénivelés en fait. Donc quand vous avez des jeux comme Minecraft et tout ça qui vous font des mondes, en général c'est du bruit de perlin en fait. Ça permet d'avoir une continuité dans l'aléatoire en fait. Si vous prenez 2 points, vous savez que les valeurs ne vont pas être si différentes que ça, et en fait ça vous permet de jouer avec des dénivelés de valeurs en fait, des valeurs plus douces peut-être. Les lumières. Alors l'éclairage, de manière générale, moi je vais parler de 2 types d'éclairage qui sont utilisés tout le temps. Vous avez l'éclairage en fait des objets mat qui reflètent rien quasiment en fait, qui sont là comme la moquette, il n'y a pas de reflet. Et on utilise en fait ce qu'on appelle la diffusion de lambertienne ou le modèle de Lambert. C'est assez simple à utiliser. Ça c'est un produit scalaire, on en a vu. C'est le produit scalaire entre le vecteur de la lumière et le vecteur normal. Et on conditionne pour pas qu'il soit en dessous de 0 en fait. On fait en sorte qu'il soit, c'est toujours 0 ou au-dessus en fait. Voilà. Et ça vous permet de gérer l'éclairage. Ça on peut regarder vite fait. Hein. Hop, si j'ai un truc. Lumière. Hop. Ah oui, parce que du coup moi j'ai les deux en même temps. Désolé. Hop. Et bien c'est bien. Là, donc là, par exemple, ma sphère, hop, désolé, ma sphère ici, elle est éclairée que par le modèle de Lambert. Donc en fait, si j'ai ma lumière ici, hop, on va essayer de le retrouver. Désolé, on va essayer de... Alors la lumière, voilà. Et donc là, si je bouge ma lumière, vous voyez que le modèle, il réagit, quoi. Et ça, c'est fait par ce calcul que je vous ai montré. Il n'y a rien de plus. Hein. Il n'y a vraiment rien de plus que ça. Le deuxième modèle, c'est celui de Phong. Et lui, justement, il est là pour gérer les objets qui reflètent, qui ont des reflets, en fait. Et eux, ce reflet, eux, par contre, ils dépendent de la caméra. Donc si vous prenez, je ne sais pas, une bille, en général, vous allez devoir rajouter cet effet-là, en plus de la lumière de Lambert, hein, c'est 2 choses complémentaires. Et lui, donc, comme je disais, il est dépendant de la caméra. Et le calcul, il est un peu plus compliqué, mais pareil, si vous prenez le modèle de Phong, c'est pas si dur que ça. Juste, en fait, vous avez votre vecteur lumière et vous allez travailler avec son reflet par rapport à la normale. En fait, sa réflexion par rapport à la normale. Et ensuite, vous allez multiplier ça par l'œil ou la caméra, donc le vecteur de la caméra, et pareil, vous faites en sorte que cette valeur n'aille pas en dessous de 0. Ça, c'est ce que Phong avait imaginé, donc si j'ai marqué en 75, hein, parce que je ne connais pas par cœur. Et 2 ans plus tard, il y en a un autre qui est venu et qui a amélioré un peu sa formule, parce qu'en fait, il y a un petit problème quand le vecteur R s'éloigne trop du vecteur V, en fait. Et du coup, il a imaginé un vecteur qui fait un peu l'intermédiaire entre les deux, qui permet en fait de ne pas avoir ce problème-là. Je vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez énormément de documentation sur ça. Je vais vous montrer. Alors voilà, hop, si je rajoute ça, je vais rajouter une valeur spéculaire. Et donc par contre là, en fait, attendez, c'est pas ça que je veux faire. Ça marche pas ce que je veux faire. Si je prends, désolé, mais si mon modèle, j'ai perdu mon modèle. C'est moi ou ah oui d'accord, 0. Alors je sais pas si vous voyez, voilà, vous voyez la sphère, le petit rond rouge, il agit un peu différemment en fait de la lumière lambertienne, parce qu'en fait lui il a sa position par rapport à la caméra. Voilà. On va pas s'attarder dessus. Et puis après 2 types de lumière un peu particulières. Bon, la plupart vous en avez entendu. Enfin, ouais, vous avez au moins vu le toon shading, le cel shading, c'est très à la mode dans certains jeux. Et pareil, en fait, on triche sur le rendu de la lumière. Par exemple, le cel shading. Hop, je vais vous montrer. Hop. Ici, vous voyez, en fait, quelque part, on fait une sorte de saturation de la lumière par palier, en fait, ce qui donne cet effet tool shading. Mais en gros, le calcul de base est le même, c'est juste qu'après, on arrive et puis ces valeurs, on les coupe en tranches, en fait, un peu. Et puis, vous avez le flight shading.
Ça, c'est très utilisé pour, si vous voulez, un rendu de low poly. En fait, on appelle ça. Ça enlève toutes les interpolations, ça, non? C'est ça? Bah, c'est le principe, ouais. En gros, tu triches et tu dis, tu me fais pas les dégradés, tu me donnes des paliers de couleurs. Moi, dans mon cas, le modèle que je vous ai montré, enfin l'exemple que je vous ai montré, je le fais avec une formule de maths. En gros, je lui dis, bah, tu prends tes valeurs, elles vont, c'est soit ça, soit ça, soit ça. Mais en fait, vous pouvez arriver avec une texture comme celle que je vous ai montrée quand il y avait la boule de feu, une rampe texture. Et c'est cette texture en fait qui va décider quelles sont les couleurs des différents paliers en fait. Et ça vous permet en fait de... Moi par exemple dans mon exemple c'était, ça allait du blanc au plus foncé. Mais vous pouvez très bien imaginer que ça fasse blanc, sépia, rouge pour le plus foncé. Enfin vous pouvez choisir vos couleurs. Et low poly, alors, tu parlais d'interpolation justement. Low poly lui pour le coup c'est un geometry shader. Et en fait... on triche pour faire cette interpolation et pour donner un effet de lisse, parce que là en fait j'ai rien touché, hein. J'ai juste dit tes normales ont changé, mais en gros là l'objet il n'a pas été déformé, il n'a pas été déstructuré. La seule chose que j'ai dit c'est que sur un carré en fait tes normales sont exactement les mêmes. Donc quand il fait son interpolation, pour lui il n'y a plus de variante de normales le long de la face en fait. Ici en gros les normales elles auraient fait un peu ça et au final on aurait eu un rendu un peu lisse. Moi j'ai dit non, tes 4 normales elles sont dans la même direction, ce qui fait qu'en fait quand il interpole il y a toujours la même valeur et on a l'impression que la lumière se reflète exactement de la même manière sur la face. Voilà, et donc ça donne, c'est un effet cheap pour faire un modèle qui a un nombre normal de polygones, de vertex, mais qui donne l'impression d'avoir moins de vertex, donc pour faire des jeux en low poly. Les buffers, on en a vu un, on a vu le frame buffer, mais un buffer en gros, c'est un emplacement de la mémoire dans lequel on va enregistrer des valeurs. Ici, dans le cas, alors il y a plusieurs styles de rendu. De manière générale, moi tout ce que je vais vous montrer, c'est du forward rendering, mais vous avez un autre mode de rendu qui s'appelle deferred shading ou deferred rendering. Et en gros, il va faire ça en 3 étapes. Il va dans un buffer, dans une mémoire, il va stocker les couleurs. Dans un autre, il va stocker les normales et les profondeurs. Donc en gros, plus le pixel est blanc, plus il est près de vous, plus le pixel est noir, plus il est loin de la caméra. Et ça, c'est décidé en fonction du frustum de la caméra que vous aurez donné justement. C'est vous qui choisissez ces valeurs-là. Et une fois qu'il a ça, il combine et puis il fait un calcul et il fait ça. En général, on utilise ça quand on a beaucoup de lumière. Parce qu'en fait, là, le calcul ne dépend pas du nombre de lumières, mais simplement de la résolution de votre écran en fait. Par contre, dans l'autre cas, le forward rendering, à chaque lumière que vous allez rajouter, ça va donner de plus en plus de calculs en fait, pour le rendu. Donc si vous avez une scène qui est très éclairée avec beaucoup de lumières différentes, il vaut mieux partir sur ce système de rendu. Celui-là, c'est mon chouchou. Les stencil buffers, c'est plutôt marrant, c'est des masques en fait, et on peut faire des trucs assez sympas. Le principe, c'est en gros, imaginons ça c'est votre scène telle qu'elle devrait être rendue. Et vous allez dans une mémoire, vous allez stocker des valeurs. Donc par exemple ici on stocke le 1, ça peut être n'importe quoi. Et en fait il va dessiner le cube qu'à l'endroit où il y a 1. Voilà. Et du coup ça fait un effet de masque. Alors, du coup, par exemple je peux vous montrer. Donc on va prendre un cube, Alors là par contre du coup pour l'exemple, vous êtes obligé de faire ça au moins avec 2 shaders. Vous en avez un qui va, qui va en fait faire le masque et l'autre objet en fait qui va être camouflé. Désolé, je me bataille un peu avec ma scène. Ok, alors donc buffer. Donc le masque, l'objet, et donc vous voyez. Donc ça je trouve ça super sympa. Comment il s'appelle ce jeu Damien là qui joue que sur les effets d'optique? Antichamber, voilà. Antichamber, il y a 2-3 exemples qui sont excellents avec ce genre de truc. Le principe, c'est par exemple, prenez un cube, puis selon de quel angle vous regardez, en fait, à l'intérieur, vous n'avez pas la même chose, en fait. Ce genre de truc, c'est fait ça, avec des stencil buffers. Et c'est super cool. Moi, je trouve ça vraiment... Utilisé en réalité augmentée quand vous devez superposer un flux vidéo avec des contenus en 3D. D'accord. De l'occlusion, en fait. D'accord, ok.
Ah, j'ai jamais tenté ce genre de truc. Moi, le peu de fois où j'ai mixé des textures ou des vidéos, en général, je l'ai fait avec un fond vert, tu sais, une chroma key en fait. En fait, c'est pour faire vraiment des trucs en temps réel. D'accord, ok. Réalité augmentée, par exemple, faire sortir un truc du sol. Ouais. En fait, vous allez créer un sol qui va être un masque en réalité, et donc avoir une ouverture en géométrie. La géométrie est invisible, et on a vraiment l'impression que l'objet va sortir avec du shading et tout, Ouais. du sol. Ah, mais je doute pas une seule seconde qu'on peut déchirer la baraque avec ce genre de truc. Moi, j'ai jamais eu trop l'occasion en fait de le creuser beaucoup plus que ça, mais juste cet effet quand je l'ai vu, ça a un effet waouh quoi. C'est vraiment sympa. Donc voilà. Bon, pour les buffers. Alors, quelqu'un il est. Est-ce que je suis en avance? Est-ce que. Ouais, ça va, je sais pas. Ok. C'était tout juste. La géométrie qui est derrière le masque, celle qu'on voit pas, elle est quand même calculée C'est-à-dire au niveau des performances, par exemple. Bah. Le masque, c'est quand même calculé derrière. Le. Pour savoir que Oui, la face, elle est obligatoirement. Bon, dans mon cas, elle est invisible, donc je rends aucun. Ah, en fait, au final, je rends aucun vertex. La seule chose que je dis, c'est enregistre telle valeur à tel endroit. Donc au final, non, il va pas traiter les pixels, en fait, parce qu'ils n'existent pas. Mais au niveau performance, c'est pas ce qui joue. C'est vraiment pas impactant ce genre de truc, quoi. De toute façon, de manière générale, pour une carte graphique, je pense que ce qui coûte le plus, c'est souvent les calculs de lumière. De manière générale, je vois pas trop ce qui pourrait jouer d'autre. Ben si, après, il y a un autre truc, j'en ai pas trop parlé, mais tout à l'heure, je vous ai dit, on peut faire plusieurs subshaders, et puis il prend le premier qui fonctionne bien. Mais en fait, à l'intérieur, on peut faire plusieurs passes aussi. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai montré l'exemple, d'un côté, on colorie rouge, de l'autre côté, on colorie blanc. Ça, je l'ai fait par un calcul scalaire, enfin un produit scalaire, en fait, donc j'ai besoin que d'une passe. Mais si je voulais, j'aurais pu dire... Prends d'abord toutes les faces avant, fais cette couleur, et ensuite prends toutes les faces arrière et fais cette couleur. Et je l'aurais fait en 2 passes. Et du coup, ça aussi, ça peut jouer sur les performances d'avoir de nombreuses passes. Mais de manière générale, c'est pas conseillé. Si vous pouvez faire tout en un seul passage, bah, autant faire tout en un seul passage. Mais il y a des shaders c'est souvent les shaders de post-prod un peu, qui traitent l'image finale. Par exemple, quand on veut faire des effets aquarelle, pastel, ce genre de choses, souvent on revient sur le pixel et on est obligé d'y repasser plusieurs couches. Le blur par exemple, le flou, c'est hyper coûteux en calcul. Donc plus vous avez un blur qui fait de passage et plus le rendu de l'image va être long, entre guillemets. Donc les shaders, pourquoi les utiliser? Ça rajoute vraiment une plus-value graphique, hein, clairement. On peut faire des effets vraiment sympas. Et ce qui est un peu contradictoire justement, c'est que c'est utilisé à la fois quand on veut être très réaliste et à la fois quand on veut pas l'être en fait. Parce qu'on part d'une forme, c'est une sphère, c'est neutre, c'est fade, et on peut soit chercher l'ultra-réalisme, donc en impliquant des calculs de lumière le plus proche possible de la réalité, en jouant sur le calcul de la profondeur, et puis le flou du focus par exemple, ce genre de choses, on peut faire plein de choses comme ça, puis au contraire on peut les utiliser pour appliquer une touche artistique globale sur l'ensemble de la scène, du jeu. Voilà. Moi je compare assez ça comme au cinéma en fait. Les 3 cordes de métier qui sont l'éclairage, les effets spéciaux, puis la post-prod. Alors bon, ça se rejoint un peu je trouve quand même. Mais c'était histoire de remplir parce que je trouvais que il y avait trop d'espace en bas. Donc c'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce qui fait que... moi, au départ, je me suis lancé parce que j'étais un peu intrigué par le truc. Mais en bataillant un peu avec, je peux comprendre pourquoi certaines personnes abandonnent ou simplement ne veulent pas s'y intéresser. Alors, j'ai mis que c'était un monde hostile et élitiste. Alors, c'est un monde hostile, je trouve, parce que c'est un truc qui est encore... assez particulier, je pense, au niveau du raisonnement, du travail, des formules, des éléments qu'on utilise, comme les mathématiques et tout ça. Donc ça demande pas mal de sueur pour arriver au résultat qu'on veut. Et je dis que c'est élitiste parce que je me suis rendu compte que malgré tout, c'est très dur de trouver de la doc. C'est-à-dire que pour commencer, pour les bases, vous allez trouver assez facilement, mais à partir du moment où vous aurez appris, bon, c'est quoi un shader et comment on fait, ben là, ça va être le désert. Ça va être le désert. Mais il y a des trucs qui traînent, mais c'est dur à les trouver parce que c'est pas centralisé en fait. Alors du coup vous allez trouver un tuto chez un tel, un tuto chez un tel, souvent des post-mortem, des trucs comme ça, mais c'est dur. Voilà.
Donc ouais, bon, concept particulier au fonctionnement parfois difficile à appréhender, donc tout ce qui est mathématiques et tout ça, ça peut rebuter pas mal de gens. Par contre, voilà, les plus, je trouve, c'est que si on se donne un peu d'effort, on arrive à des effets assez cool et on est fier de soi. Souvent, on dit ah ouais, j'ai réussi. Alors on a fait 3 fois rien, mais c'est plutôt cool. Puis il y a un effet poudre aux yeux, donc un peu comme ce magicien là, vous allez voir. Donc voilà, incroyable. Voilà, c'est fou. Voilà, et on est fier de soi évidemment, sinon c'est pas marrant. Donc ouais, non mais il y a vraiment, c'est ce qui vous fera avancer. Je pense que de toute façon, bon, moi je suis programmeur, ce qui m'a fait avancer, souvent mon premier programme c'était, je prenais mon manuel de ma Casio FX 9940 et puis il me disait pour afficher un texte tu tapes ça, je tape ça, oh il y a mon nom, hein, c'est incroyable et on avance comme ça, hein, il faut avancer par friandise comme ça de toute façon. Comme je disais, ouais, les tutoriels, alors si vous voulez commencer, moi je vous conseille fortement la documentation d'Unity parce que malgré tout elle est super bien faite. Elle est super bien faite, elle est peut-être mal organisée, mais en tout cas vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer et pour arriver à faire ce genre de truc que je vous ai montré. Vous avez un panel d'exemples de shaders qui est plutôt varié et donc vous avez le code en entier. Donc moi je vous conseille de commencer, puis vous recopiez bêtement, vous faites les choses. Au début il faut accepter de ne pas comprendre certains points, mais de les recopier bêtement. Et puis petit à petit en fait, à force vous allez comprendre certaines choses. Après, au-delà de ça, comme je disais, c'est un peu le désert. J'allais dire la jungle, mais non, au contraire, c'est désert. Les tutoriels sont rares, dispersés, et en plus de ça, ce qui complique, c'est qu'il y a plusieurs langages de shader, comme je vous disais. Vous avez le CG, vous avez le GLCL, le HLCL. Donc il faut trouver un langage dans le langage dans lequel vous programmez, ou alors c'est à vous de vous débrouiller pour essayer de trouver le pendant, et il n'y a rien de facile pour ça. Je vous ai noté quelques noms de personnes qui sont plutôt actives, et sur lesquelles vous pouvez trouver pas mal de choses. Peut-être qu'il y en a qui vous connaissez. Alan Zucconi, à la base, c'est un mec qui fait pas des shaders, il fait, je sais pas, il travaille dans le géospatial, un truc comme ça, mais il a fait d'excellents shaders, on va dire entre intermédiaires, pas débutants, mais intermédiaires. Mais c'est des documentations qu'on trouve nulle part ailleurs quasiment. Il a 2-3 sujets très intéressants, notamment les shaders qu'on applique au terrain. C'est un truc que même Unity a très mal documenté. En fait, il vous explique comment mettre un surface shader dessus, mais les shaders des terrains sont un peu particuliers. Lui, il vous explique ça correctement. Lui, c'est une brute. Keijiro Takahashi. Hein? Non, ouais, non, je vais pas faire d'amalgame ou de généralité, mais juste, ce qui est génial, c'est que le mec, il est super actif. Bon, alors lui, par contre, ses shaders, c'est niveau expert. Hein. Faut pas commencer par là. Par contre, si vous voulez en prendre plein la vue, lui, il est vraiment sympa à regarder. Et tout ce qu'il fait, il le met sur GitHub. Donc, moi, je le suis un peu sur Twitter. Il poste un truc tous les jours quasiment. Il dit tiens, j'ai bidouillé ça. Et vous, il vous faut 5 ans pour le faire. Donc, ouais, vraiment sympa. Alors non, je me suis trompé, pardon. Quand je vous parlais du gars qui est dans le jeu spatial, c'est lui. Lui, Alan Zucconi, en fait, c'est un gars qui a un Patreon et qui fait des tutos d'Unity de manière générale, mais il en fait moitié des shaders, moitié des tutos Unity. Donc, dernier, c'était sur les coroutines, par exemple. Donc, en fait, ses ressources sont gratuites, mais si vous êtes sur son Patreon, vous avez accès aux cours un peu plus tôt, un truc comme ça. De très bons tutos. Et d'ailleurs, ce mec-là, il a écrit un livre, et j'ai été bête, parce que j'ai pas noté la référence. Je pense que c'est le meilleur livre qui existe sur les shaders pour commencer. Donc si vous cherchez par le nom, vous allez trouver, il y a 2 éditions. Du coup la deuxième est plus à jour. Mais sur son site, il y a un truc qui s'appelle A Gentle Introduction to Shader. Et en fait, c'est vraiment les bases pour commencer. C'est un très bon début. Très bien. Donc lui, c'est celui que je vous ai dit qui fait 2-3 tutos vraiment très intéressants. Dan Moran, c'est une chaîne YouTube, Making Stuff Look Good. Avant, ça s'appelait Looks Good in Unity, mais il l'a enlevé il n'y a pas longtemps. Il part d'un cas pratique, il montre un shader qui est dans un jeu très connu, genre Hearthstone, je sais plus, Pokémon, ce genre de truc. Et en fait, il décompose. Il dit, moi, pour faire cet effet, j'aurais fait comme ça. Et donc, pas à pas, il vous explique comment il aurait fait. C'est en anglais. Mais c'est super intéressant parce que justement, il casse un peu le mythe du truc. Tout à l'heure, je vous ai montré un tour de magie, mais en fait, les shaders, parfois, c'est un peu ça. C'est un peu vraiment de la poudre aux yeux. On dit, oh, c'est génial, ça doit être super compliqué. Puis quand vous voyez le truc derrière, c'est aussi décevant que si on vous expliquait le tour de carte, quoi. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller voir des, des explications de magie, des fois, on a envie de pleurer tellement c'est nul. Mais c'est un peu ça. Des fois, on a l'impression que c'est quelque chose de compliqué, puis derrière, ça tient en 2-3 lignes. Et donc, c'est vraiment intéressant à regarder. Cette personne-là, Aras Prankevicius, je prononce très mal son nom, j'en suis persuadé. C'est celui qui travaille sur le moteur graphique d'Unity.
C'est une encyclopédie. Il a un site où il a des démos et tout, mais vous ne trouvez pas tellement de tutos. Par contre, il est très actif sur les forums d'Unity, du coup, pour répondre aux questions. Si vous avez un bug très particulier que vous ne savez pas, je vous conseille d'aller là. Lui, il vous dira exactement pourquoi c'est comme ça. Et voilà. Et puis, vous avez une autre doc que j'ai mis, mais elle qui est... Je ne sais pas trop quoi en dire, parce qu'en fait, c'est une sorte de tuto participatif. En fait, chacun peut contribuer en anglais, mais je trouve que quand on commence, ça ne suit pas trop la continuité de progression du départ. Pour ça, vraiment, je vous conseille plutôt la doc d'Unity ou alors Zucchini. Et voilà. Voilà, ça sera tout pour moi.